de faire réfléchir, y compris les préfets, qui sont l'exécutif, donc ils exécutent, ils n'ont pas trop d'état d'âme, hein, que, attention, c'est bien beau de faire des mesures sur des minerais, etc., mais il y a toute une vie aussi qui, en parallèle, est attaquée par ce genre de choses. Hein. Donc c'est une dune qui est sous-marine, parce qu'il y a des dunes de sable, comme la dune du Pilat, par exemple, hein, qui ne sont pas sous-marines, hein, qui seront plus sujettes, par exemple, à l'éolien, alors que là, nous, on est plus sujet, je dirais, au courant, à des choses en lien direct avec la mer. Et le problème, si vous voulez, ici, c'est que c'est cadré par 2 zones Natura 2000. C'est presque incroyable que ça puisse se faire. Je vais vous montrer, je crois que j'ai une image qui doit être derrière. Voilà. Donc, ce qui est en rose saumon, là, c'est le territoire de la concession qui a été revendiqué par le pétitionnaire, hein, qui est la Cannes, et le groupe Roulier, dont je vais vous reparler en détail. Hein. Et donc, ce qui est assuré, c'est à droite, à côté est, c'est la zone Natura 2000 côté des Sétiles, avec la réserve des Sétiles, qui est quelque chose d'assez merveilleux, hein, où il y a notamment des oiseaux qu'on ne voit que là, en Europe, hein, même en Europe. Hein. Et puis là, c'est la zone Natura 2000, côté Morlaix, on va dire, hein, côté ouest, qui dépasse, qui a été rallongée cette année, qui dépasse l'île de Bas. On peut se demander pourquoi, originellement, ils n'ont pas réuni les deux. Hein, donc, on savait déjà, à peu près aux années 70, qu'il y avait une dune de sable au niveau géologique. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas totalement innocent. Les zones Natura 2000, c'est quelque chose qui est descendu de l'Europe, notamment pour la protection des oiseaux et des habitats. C'est 2 directives européennes qui sont nées dans les années 80. Et quand on essaye de retrouver donc les dossiers qui ont préludé, parce que c'est compliqué hein, au niveau, pour faire une zone Natura 2000, ça dure plus de 10 ans. Hein. Quand on essaye de retrouver les dossiers, on s'aperçoit que les parties qui sont exigibles aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Hein, ce qu'on appelle les dossiers d'objectifs. On ne les trouve pas. Donc on ne sait pas pourquoi il y a un trou. Alors on a fait une demande à l'Europe quand même pour qu'ils fusionnent, mais ça peut prendre encore 10 ans par rapport à un tel projet, c'est pas la question. Hein. Donc si je reviens à mon propos, donc ici vous voyez en petit point là, c'est la zone d'extraction qui fait 4 km². Vous voyez les distances aux côtes. Alors par exemple, il y a une petite île qui s'appelle Molène qui est très prisée à Tréverdun, qui cette année, suite aux grandes tempêtes d'hiver, s'est coupée en 2. Elle, c'est une dune, mais plus aérienne, elle est aussi hydraulique, mais elle est plus aérienne. Et la spécialiste avec qui on travaille, qui est Odile Guérin, qui est assez connue parce qu'elle fait faire des visites de la côte, hein, a annoncé dernièrement sa disparition à terme. Hein. Alors, ici, vous voyez, il y a un plateau rocheux, là. Ici, donc c'est sûr que quand il y a des grandes tempêtes de nord-ouest, ce qui est le cas de toutes les fins de tempête, c'est des ondes nord-ouest, hein, ben ça fait monter la houle et après ça se met à déferler. Quoi. Si devant on fait un trou, on agrandit encore, on risque de faire empirer la hauteur de la houle. Hein. Ça fait partie des risques. Hein. Donc vous voyez par rapport aux distances, donc nous, notre combat, c'est essentiellement à cause du site. C'est pas parce qu'il y a un industriel, bon ça ne nous plaît pas bien sûr, hein, qui exploite le sable, mais c'est parce que c'est dans un écosystème qui est très fragile, hein, à cause notamment de la réserve des Sétiles. On a aussi des phoques, hein, par exemple, hein, des phoques gris, qui sont pour l'instant en courbe ascendante. Depuis 3 ans, alors qu'on pensait que ça allait plutôt disparaître, hein, et ben là ils sont en train de remonter, donc ils se plaisent. Alors après s'il y a un navire sablier, qui fait du bruit sans arrêt, est-ce que les phoques ne vont pas dégager plus? Je vais vous en reparler, toute la chaîne alimentaire qui va avec. Alors, la zone qui est plus grande, là, qui s'appelle Z1 à Zn, là, si je puis dire, c'est la zone d'étude pour les comparaisons dans l'évolution entre la zone de concession et l'environnement. Donc vous voyez que c'est assez restreint quand même, ça fait 25 km² par rapport à 4 km². Donc c'est supposé, déjà d'emblée, scientifiquement, que les effets seront forcément proches, ce qui n'a scientifiquement aucun sens. Hein. Je reviendrai là-dessus aussi. Donc voilà, ça vous avez vu les zones. Bon, on voit qu'il y a des reliefs. Quand il y a du sable, hein, bon, d'abord ça met à peu près 10 000 ans pour faire une dune comme ça, hein, la création de ce substrat, si je puis dire, hein, qui sont des petits morceaux de coquillage. Hein. C'est un sable qui est assez léger, hein, et qui sert aux amendements pour les agriculteurs. Donc il a des vertus en tant qu'amendement, mais également, si vous voulez, au point de vue structurel, quand on les pend sur des champs,
il fait des mottes plus cassantes, si je puis dire, et qui permettent plus facilement d'infiltrer les eaux de ruissellement. Et donc depuis très longtemps, les agriculteurs l'ont utilisé, mais ils l'ont utilisé à une époque où on ne faisait pas forcément d'intensif. Donc les notions de rotation, etc., faisaient qu'ils n'en consommaient pas des tonnes. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est un principe, on met, voilà. Bon. Bon, ils font quand même attention parce que c'est pas donné non plus au point de vue sous. Hein. Alors, l'historique, donc, je vous disais, c'est décembre 2009, la demande par la compagnie armoricaine de navigation, qui est une filiale du groupe Roulier. Le groupe Roulier, c'est un grand industriel malouin qui existe depuis quasi 50 ans. Quelques chiffres, c'est 6 000 emplois dans le monde, le groupe Roulier. C'est 4 milliards de chiffre d'affaires par an. Et c'est la 23e fortune de France. Il a 42 filiales et il est présent dans 80 pays. Donc c'est un gros employeur qui, vous vous en doutez bien, au niveau lobbying dans les différents couloirs des ministères, pèse assez lourd. Alors nous, a priori, on n'a rien contre un grand employeur de la sorte, puisqu'il crée des emplois, mais si c'est pour piller des ressources naturelles dans des zones extrêmement fragiles, je dirais, on n'est plus d'accord. En outre, c'est quelqu'un qui a des méthodes assez démoniaques, hein, un peu style Bolloré avant la lettre, si je puis dire, hein, et qui a déjà été, si vous l'avez peut-être vu dans la presse, épinglé par l'Europe avec une amende de 60 millions d'euros pour des affaires de concurrence déloyale. Il prend des positions monopolistiques pour écraser des plus petits. Et c'est pas son premier coup. Hein. Déjà en Espagne, il a fait des coups, il s'est fait virer. Bon. Il a laissé des matériaux radioactifs dans la rivière de l'Adour, par exemple, hein, dans le sud de la France, hein, assez sauvagement. Donc le dossier, c'est un truc énorme. Hein. C'est plusieurs milliers de pages, en fait, hein, un tel dossier. Donc c'est vrai que quand on fait ce genre de combat, il y a un moment, il faut plonger, quoi. Alors il y a des versants juridiques, il y a des versants scientifiques, il y a des versants géologiques, économiques, sociaux, etc. Hein, dans le truc. Donc il faut être assez pugnace, quoi. Bon, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux manquements, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais jusque-là, ça passait, quoi. Les gens ne s'accrochaient pas sur ce genre de choses. Ils n'avaient pas été habitués à des réactions côté village breton, si je puis dire. Ça les a un peu surpris, quoi. Parce qu'ils passent par des cabinets d'études qui se refourguent, c'est comme pour Varicor, hein, qui se refourguent les études. Des fois, même, il y a des copier-coller où on voit que ce n'est pas le nom qu'il faudrait, quoi. Bon, ils font de l'argent, eux aussi. Bon, je ne dirais pas que c'est de bonne guerre, si vous voulez, mais c'est à nous d'être très vigilants. Hein. Et donc, au départ, ils demandaient 400 000 m3 par an, et cela pendant 20 ans. 400 000 m3, c'est vrai qu'on n'imagine pas trop bien ce que c'est le volume de l'atome Montparnasse. Donc vous imaginez ce que ça peut faire quand on pique toujours dans le même coin pendant 20 ans, c'est sûr que ça va saccager pas mal, quoi. Et donc autour, si je puis dire, aussi. Hein. Bon, c'est un champion de la conférence déloyale, ça je l'ai dit. Donc nos combats, nos manifs, nos réunions, tout ça, ça a fait quand même un peu de bruit. De l'Estrac, le réalisateur du film sur la disparition du sable, est venu aussi à notre demande à Tréjardin. Voilà, donc ils ont rabattu les ambitions, c'est-à-dire que de 400 000 m3, ils ont dit la première année ce sera 50 000, puis après ce sera 150 000, 150 000, et ça finira à 250 000, et pendant 15 ans. Nous, j'ai envie de dire, on s'en fout de ça, parce qu'à partir du moment où on commence à saccager un endroit et un milieu, on saccage, quoi. Si la faune, par exemple, s'en va, c'est pas parce qu'il y aura 50 000 ou 150 000 ou plus. Hein. S'il y a trop de perturbations par rapport à son équilibre, c'est évident qu'elle ne reviendra pas. Hein. Donc c'est un sablier à élinde. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, donc c'est en fait, dans le temps, vous savez, ils avaient une espèce de pince à sucre, là, si je puis dire, ils faisaient comme ça, ils se remplissaient par-dessus, quoi. Bon, maintenant, ils ont optimisé, si on peut dire, leur production, et donc ils ont une espèce d'aspirateur énorme, donc qui aspire les fonds. Le navire avance entre 2 et 3 nœuds, hein, donc 4 à 6 km/h en gros, et puis son truc aspire tout. Donc faune, flore, galets, bon, il a des filtres pour les gros cailloux, hein, avec une puissance assez extraordinaire. Là, par exemple, le plus gros sablier des deux, là, qu'a la canne,
il fait 1150 mètres cubes et il se charge en sable coquillé en 2h15. Donc ça veut dire quand même que ça pulse. Hein. Donc des sabliers comme ça, en France, on en a à peu près 24 à 25. Hein. Le plus gros, qui est le Stella Maris, qui est assez récent, hein, qui appartient à une autre compagnie, plus côté Atlantique, fait 2200 mètres cubes et il se remplit quasiment dans les mêmes temps. Donc quand ça se met à plier, ça plie, quoi, hein, si je puis dire. Je vais revenir. Donc voilà les chiffres. Et oui, quand il se remplit, suivant le cours du sable coquillé, parce que le sable coquillé, c'est un peu comme le blé ou comme des métaux, ça a un cours de marché, hein, suivant l'offre et la demande. Il peut repartir avec environ entre 35 000 à 45 000 euros à chaque voyage. Donc quand il fait par exemple 2 voyages par jour, ce qui peut arriver en baie de Lannion, puisqu'il peut dépoter à Roscoff, et il a déjà un autre lieu d'extraction qui s'appelle les Duons, qui est un peu à l'ouest de Morlaix, entre Bas et Morlaix, on va dire, hein, pour simplifier. Et ben, il dépote à Roscoff, donc il peut faire plusieurs tours par jour. Hein. Sachant qu'il travaille 24 heures sur 24, hein, quand il travaille, bien entendu. Hein, il a plusieurs équipages, donc il y a des rotations, donc à la limite, il ne s'arrête pas. Quoi. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a dit des manquements, mais ça peut être des mensonges, parce qu'il y a la façon de mentir par omission, si je puis dire. Hein, c'est classique dans des dossiers de cet acabit-là. Donc, par exemple, normalement, le Code de l'environnement oblige à présenter s'il y a des alternatives possibles. Ça peut être des alternatives de lieu, ça peut être des alternatives de matériaux. Donc, nous, on est sûr qu'il y a des alternatives de lieu, et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il aille beaucoup plus au large, là où faune et flore sont moins à perturber, quoi. Le milieu serait moins fragile. Et on sait que ça existe. Bien entendu, ça demande des équipements qui peuvent être différents. Parce que là, il pompe à 45 mètres de fond, sur la carte que je vous montrais tout à l'heure. Hein. C'est au maximum suivant la marée. Hein. Puisqu'on nous, on a des amplitudes entre 7 et 10 mètres hein, dans notre coin de marée. Donc, il pompe à 45 mètres, il ne peut pas au-delà. Physiquement, la structure d'aspiration du navire ne permet pas de faire plus loin, quoi. Donc ça n'intéresse pas bien sûr d'aller plus loin, c'est assez évident. De matière, des alternatives de matière, ben, dans le temps on a utilisé de la chaux, parce que les apports de calcaire, c'est pour réduire l'acidité des sols. Puisque c'est vrai qu'en Bretagne on a des sols qui sont un peu des terres de bruyère, notamment pour les maraîchers bretons, puisque c'est ce qu'ils ont invoqué comme destination, que c'était destiné aux maraîchers bretons. Donc quand on a dit ça, on a son passeport breton, et donc on peut piller joyeusement. Nous, on a suivi les navires, je vous le dis, on les regarde tous les jours. On a vu certains navires qui viennent en chercher là où ils dépotent. On les a suivis, on les a retrouvés du côté d'Anvers. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de maraîchers bretons à Anvers. Et en fait, en se renseignant économiquement, on a vu en fait que c'était destiné à des poulaillers, puisqu'effectivement, pour les coquilles, c'est intéressant d'avoir du calcaire à faire picorer, quoi. Donc, si vous voulez, quand je dis mensonge, hein, c'est écrit mensonge comme ça, mais... et puis, on a vu d'ailleurs dans une de ces études propres, hein, dans le dossier, qu'une partie était exportée via la Brittany Ferries à Roscoff. Donc là, il est pris la main dans le sac du mensonge. Bon. Normalement, on doit faire un état initial. Ça, c'est important dans toutes les études là, que vous verrez ici, hein, si je puis dire. Le Code de l'environnement oblige à faire, quand il y a une enquête publique, hein, un état initial, c'est-à-dire de quoi part-on, alors avec des volets très très différents, hein, ça peut être les sols, la faune, la flore, l'économie, le social, donc voilà, si on fait telle production, telle extraction, telle industrialisation, eh bien ça peut avoir des conséquences sur bien sûr l'environnement, mais sur l'équilibre aussi socio-économique. L'exemple typique pour nous, c'est par rapport aux pêcheurs, hein. C'est une évidence, hein. J'y reviendrai. Hein. Il y a le problème de la turbidité, donc vous avez aperçu tout à l'heure, voilà, ça. C'est-à-dire que quand le navire se charge, quand il aspire forcément de l'eau avec, hein, tout vient, quoi. Eau et sable, et cailloux, et poissons, et machin. Donc il rejette l'eau, et quand il rejette l'eau, si vous voulez, les particules les plus fines refilent à la flotte, et donc à ce moment-là, ça fait tout ce nuage turbide. Et ce nuage turbide, il retombe lentement, d'accord ? Quand il y a des courants, et c'est notre cas en baie de Morlaix, hein, il y a des courants qui peuvent aller jusqu'à peu près à 4 nœuds, hein, donc c'est quand même assez fort. Du coup, ça va beaucoup plus loin, quoi. Et moi, le conservateur des Sept-Îles m'a dit que quand déjà les coquilliers font traîner leurs coquilles, eux, aux Sept-Îles, ils savent tout de suite qu'ils sont là.
parce qu'effectivement, ça lève aussi la turbidité par le fond. Et lui, le navire en question, là, il lève de la turbidité par le bec de l'élan, par son bec d'aspirateur, d'accord, notamment quand il prend un virage, le truc, il se balade, hein, et à ce moment-là, ça lève le sable. Les plongeurs nous ont dit qu'eux, ils donnent un petit coup de palme dans le fond, et ça fait un petit nuage. C'est une évidence, hein. C'est un truc, les particules les plus légères s'élèvent, quoi. Donc là, il y en a par le haut et par le bas, et en plus, ça s'étend. Il y a une étude du Césaire, c'est le truc qui sert de bras armé au Conseil régional de Bretagne, où il y a une diversité d'expertise, hein, je vais dire assez vaste. Et ils ont montré qu'en général, c'était 25 fois la surface de la concession était perturbée par le nuage turbique. Donc nous, on a 4 km², c'est-à-dire qu'il y aura 100 km², et suivant les courants, ça peut être beaucoup plus que ça. Bon, il y a des thèses, il y a 2-3 thèses qu'on a pu lire, hein, sur le sujet. On sait que c'est extrêmement perturbant, hein. Donc ça, c'est la turbidité. Sur l'acoustique sous-marine, c'est une autre forme de perturbation, mais vous savez, je pense très bien, que de temps en temps, on retrouve des échouements de mammifères marins, genre baleines, genre dauphins par exemple, et quand il y a autopsie, on peut s'apercevoir par exemple que l'oreille interne a eu une hémorragie. Ça veut dire qu'il y a certains bruits, alors ça dépend des fréquences, hein, c'est quelque chose scientifiquement assez compliqué, qui peuvent perturber ces animaux, au point d'ailleurs que leur radar en prend un coup, si je puis dire, et ils ne trouvent plus leur chemin. C'est comme ça qu'il y a des échouements. Bon, nous, on a des dauphins dans la baie de Lannion, comme on a des phoques, etc. Et puis il y a les poissons aussi subissent, hein, pareil. Hein. Un poisson, c'est pas sourd, hein, bien sûr. C'est pas qu'une histoire de vibration, hein. Donc là-dessus, là, ils ont dit non, aucune perturbation liée à l'acoustique marine. Il faut savoir que la vitesse des bruits sous l'eau est quasi 25 fois supérieure à celle dans l'air, hein. Donc ça veut dire que ça part vite et du coup ça part loin aussi, quoi. Donc ça perturbe bien au-delà de la surface de la concession, hein. Alors l'autre problème qui est assez grave, même si ça pourrait prêter à sourire, hein, c'est le problème des lançons. Le lançon, c'est un poisson qui a un peu une forme d'anguille, hein, qui peut atteindre jusqu'à 45 à 50 cm de long, hein, qui n'est pas très prisé au point de vue comestible, hein. Bon, ça se mange, hein, je veux dire, mais c'est pas le grand raffinement, hein. Par contre, il a un paquet de prédateurs, suivant sa taille, hein, parce qu'il démarre petit. Par exemple, la plie, qui vit aussi sur le sable, mange du petit lançon. Et jusqu'au bar, quand il est gros, et les oiseaux. Typiquement, vous avez vu sur nos logos, on a des macareux, et il y en avait qui étaient la gueule pleine de lançons. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le lançon, c'est un des maillons de la chaîne alimentaire, y compris pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Donc si on fait fuir le lançon, que se passe-t-il pour toute cette chaîne alimentaire? Est-ce que du coup, tous ces poissons-là, y compris ces oiseaux, les mammifères marins, vont pas se barrer en même temps? Donc ça, c'est un risque énorme que nous, on trouve insupportable et qui mériterait d'appliquer le principe devenu constitutionnel de précaution aujourd'hui au point de vue du droit, hein. Donc c'est une revendication qu'on a également, hein. Conflit d'usage, ben oui, ce lieu est utilisé aussi par les pêcheurs, hein. Il y a à peu près 110 inscrits maritimes entre Roscoff et Paimpol qui pêchent dans le coin. Pas tous, toujours en même temps, hein. Mais il y a quand même un paquet de pêcheurs, alors de différents types de pêcheurs. Le lançon, par exemple, il sert à boîter les casiers. Il y a des pêcheurs qui attrapent du lançon, non pas pour le vendre, mais pour boîter leur casier. Donc ça peut être pour du homard, par exemple, etc., hein, ou de l'araignée, ou autre, hein. Donc dans les usages, ben, les pêcheurs seront les premiers gravement perturbés. Ils sont montés au créneau, hein, bien sûr, ils sont dans le combat, hein. Il y a deux comités des pêches, hein. Il y a celui de Paimpol et celui de Roscoff, hein, qui sont également dans le combat et qui sont représentés dans les grandes messes avec les préfets, hein. Il y a des tas d'impacts socio-économiques, puisqu'effectivement, par exemple, si la pêche prend un coup, ça veut dire restauration, ça veut dire hôtellerie, etc. Ça veut dire tourisme. Donc on sait très bien que ça va impacter, hein. On sait qu'un bateau de pêche, enfin un pêcheur sur un bateau de pêche, ça a à peu près 4 emplois indirects. Ça, c'est des études type CCI, hein. Parce qu'effectivement, on peut avoir la criée, on peut avoir la restauration, on peut avoir la conserverie, le transport, etc., hein.
Donc on ne se rend pas compte qu'un emploi à la pêche, ça peut être 3 à 4 emplois par ailleurs, quoi. Donc quand on dit impact socio-économique, c'est quand même pas rien. Bon, il y a, par exemple, il y a un centre de plongée à Tréjordin, le CAP, hein, il y a à peu près 3500 stagiaires par an, et c'est du très haut niveau, c'est-à-dire qu'ils forment des moniteurs pour moniteurs. Donc c'est vraiment le top du top, quoi. Là-dedans, il y a tout un paquet à l'international. Et eux, ils sont dans la commission aussi avec moi, hein, je veux dire, ils voient ça d'un très très mauvais œil. Hein, parce que déjà, leur calendrier, il est réservé pour longtemps. Donc si jamais ça démarre, hein, ça veut dire peut-être septembre, hein, et que ça perturbe les lieux de plongée, du coup, peut-être que les gens vont annuler. D'accord? Entre autres. Hein, et puis qu'à terme, leur centre de plongée, qui a une haute notoriété au niveau international, va tout perdre. Hein, au niveau de notoriété, quoi. Et donc après, ils ont 7 emplois permanents et jusqu'à 17 l'été. Donc eux-mêmes, en tant qu'emploi aussi, peuvent être impactés. Et puis la biodiversité, on se demande si elle existe quand on lit leurs trucs. Parce que à part, je dirais, les poissons, sur par exemple la faune, ils n'en parlent pas énormément, quoi. Bon, ils ne peuvent pas l'éviter, mais si vous voulez, le nuage turbide, quand il retombe, par exemple, par rapport à la lumière, il y a un effet immédiat, c'est évident. Hein. Et donc, ça veut dire que la synthèse chlorophyllienne sur un certain nombre d'algues est très perturbée. Il y a des études qui montrent, par exemple, que un certain nombre de coquillages, comme les coques, hein, par exemple, hein, sont perturbés par la turbidité qui retombe. Et ça affaiblit les naissances et les croissances. Donc, on voit bien que tous les milieux vont être impactés. Hein. Si on masque des algues en faisant tomber du sable dessus, c'est évident qu'à terme, elles ne vont pas grandir normalement. Hein. Et ça n'accélère pas le grandissement, parce qu'on a vu ça aussi, hein, dans certains arguments. Hein. Donc ce que je disais, si vous voulez, au début, et qui est vrai dans toutes nos luttes, je dirais, hein, pas seulement pour le sable, c'est que c'est toujours le minier, et donc le flic, hein, qui prime sur l'environnement et la vie, quoi, et la biodiversité. Hein. Et ça, c'est ancré dans les mentalités, c'est assez difficile à faire changer. Hein. Malgré la dernière loi de protection de la biodiversité. Hein. Alors, où on en est au plan juridique, Macron a lâché le décret autorisant l'extraction minière le 15 septembre 2015. Et s'en sont suivis au 1er décembre trois décrets des 2 préfets, puisque c'est en fait le 22 et le 29 qui sont impactés vu la position de la concession, hein, dont la création d'une commission de suivi, information et concertation. Hein. Nous, dès que c'est sorti, on a fait une requête au Conseil d'État en annulation. Normalement, il faut prendre un avocat sur une liste prédéfinie au Conseil d'État, qui vous coûte de l'ordre de 15 000 à plus d'euros. Donc nous, on a pris un petit avocat pour nous aider à formuler la requête. Moi, j'ai amené les éléments contenus, quoi. Il y a eu une mise en musique, et c'est parti comme ça, puisqu'on peut aussi ne pas prendre d'avocat. Voilà, alors ça offre un risque, hein. Peut-être qu'on me demandera d'y venir, j'en sais rien, et auquel cas j'irai, bien entendu. Hein. Mais avec tous les risques que ça comporte, hein, quand on n'est pas un juriste de profession, vous imaginez. Hein. Donc parmi les 3 arrêtés, il y a l'ouverture des travaux, donc normalement ça peut se faire là, au 1er septembre. Il y a l'occupation du domaine maritime. Oui, j'ai oublié de vous dire une petite chose, c'est que quand il a 35 000 à 45 000 euros de sable dans son navire, quand il l'a rempli, il paye quand même une taxe à l'État. Cette taxe est de 0,62 centimes d'euros par tonne. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez juteux. Hein. On comprend qu'ils se battent pour en arriver là. Hein. Et puis il y a eu la constitution de la commission, donc il y a à peu près 35 personnes dans cette commission, donc pas mal de services de l'État, vous imaginez, hein, DREAL, des DTM, etc. Il y a les experts de l'État, donc l'IFREMER, le Muséum d'Histoire Naturelle, l'Agence des aires marines protégées, et puis on est 5, en gros, de mémoire, on doit être 5 associations face à ce petit monde-là. Il y a quand même les pêcheurs, il y a des agriculteurs, puisque c'est censé être destiné aux agriculteurs, hein, ce sable coquillé. Moi, je les ai rarement vus présents. Hein. Il y a eu 2 réunions jusque-là, je ne les ai jamais vus, hein. Ni même s'exprimer. Il y a les CCI, donc CCI de Morlaix, CCI de Saint-Brieuc, hein, vous imaginez. Donc le rapport de force dans ce genre de réunion, il n'est pas du tout en faveur de l'environnement et des associations environnementales. Hein.
Donc dès que c'est paru, on a fait une requête aussi en annulation au tribunal administratif avec un autre avocat. Et d'ailleurs, on a pris comme avocat l'avocat qui avait été à l'origine du peuple des dunes de Gavre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Gavre, c'est l'endroit où un bateau s'était échoué sur la plage. D'accord ? Alors eux, ils ont eu assez vite gain de cause parce que le préfet a pu annuler tout ça en sortant par le haut, je le dis parce que c'est quand même juridiquement intéressant. Parce que c'est aussi un centre de tir, et ceux qui font de la navigation dans le coin, enfin moi c'est mon cas, on le sait. Depuis Napoléon, il y a des tirs comme ça, hein, un peu comme le centre d'essai des Landes à plus bas. Et donc, ce qu'a dit le préfet, ah non, non, on peut pas aspirer, draguer là, parce que on risque de récupérer un obus pas explosé, et donc ce serait trop dangereux pour les biens et les personnes. Donc là, ça c'est carré, je veux dire, il n'y a pas de discussion d'environnement, de Lançon, etc. Donc le préfet a invoqué ça, et donc là, les requêtes ont été gagnées, le truc a été annulé, quoi. Nous, on a, entre guillemets, pas cette chance, si je puis dire. Hein. Donc voilà, on a échangé, on a fait déjà des mémoires, il y a eu des échanges. Ils sont d'une malhonnêteté scientifique qui est assez incroyable. Hein. Il faut être avocat pour oser écrire des trucs comme ça. Hein. Bon, c'est quand même quelque chose qui est accordé à titre précaire, ce genre de permis minier. Ça veut dire qu'il se pourrait, ça dépend des événements, ça dépend des rapports de force, que finalement le ministre ou même les préfets à leur niveau disent on arrête. Et en plus, chose assez exceptionnelle, jusque-là dans ce monde, et c'est lié à la mobilisation populaire, hein, je dirais, c'est que même les arrêtés sont renouvelables annuellement. Donc ça c'est extraordinaire, on n'avait jamais vu ça dans le domaine minier jusque-là, parce que quand c'est lancé par exemple pour 15 ans, en général, sauf catastrophe reconnue, on va jusqu'au bout, quoi. Donc ça c'est aussi pour nous une source d'espoir, parce qu'on a encore des argumentaires, je dirais, à faire passer. Alors la commission de suivi, donc je vous ai dit un peu tout ça là, sur les membres. Donc on a eu 7 associations, hein. Donc il y a Bretelle Vivante, la FNE, et sa représentation Côte d'Armor, hein. Côte d'Armor Nature Environnement, la Cannes, mais avec un E, hein, c'est pas la Cannes le pétitionnaire, hein. Aux rivières de Bretagne, donc moi j'y suis à ce titre-là. Il y a les plongeurs, les pêcheurs plaisanciers, la LPO aussi, hein. Et puis ça c'est Côte d'Armor Développement, c'est une association mais qui n'est pas environnementale, elle est économique, hein. Je vous le dis parce qu'on ne comprend pas quand même que on a tout le monde avec nous, quoi, si je puis dire, hein. C'est loin de là, hein. Donc il y a 4 volets majeurs qui étaient exigés par l'arrêté préfectoral pour pouvoir commencer, pour faire l'ouverture de travaux, hein. C'est l'état de référence, c'est-à-dire, bon, maintenant, on part de quoi? Donc l'état de référence, c'est faune, flore, économie, etc. Hein. Tout ça, c'est demandé. C'est un peu, si vous voulez, comme pour, je pense qu'il va y avoir une réunion sur le nucléaire. Quand on va sur un site, ex-site minier radiologique en Bretagne, par exemple, avec nos appareils de mesure, dès qu'on descend au plus proche du site qu'on doit visiter, on commence à faire une mesure qui est une mesure de référence qui fait un peu bruit de fond. Puisqu'il y a toujours un bruit de fond radiologique, hein, partout, hein, même en avion, je veux dire, il y en a un forcément, quoi. Et après, ça permet de voir les différences, hein. Donc l'état de référence, c'est ça, on part de quoi à cet instant-là, surtout que si vous voulez, le dossier a été déposé en 2009, on est en 2016, il s'est passé du temps, pas mal de choses ont pu évoluer, hein. Et c'est le cas d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a des endroits sur la dune où l'épaisseur de sable coquillé a varié de 4 mètres de haut, avec les courants, hein. Donc l'état de référence, ça sert quand même à savoir cette température-là, si je puis dire, hein. L'étude sur le Lançon, parce que là, c'est pareil, ils disaient dans leur premier document qu'il y avait l'état de l'art, hein, comme on dit dans les domaines scientifiques, hein, c'est où on en est aujourd'hui, ne donnait pas grand-chose, ce qui est absolument faux. Nous, on a trouvé des tas d'études, de thèses, etc. sur le Lançon. Et donc, déjà sous Montebourg, hein, puisqu'on a quand même vécu Montebourg et puis Macron, hein, aujourd'hui, hein, entre parenthèses. Donc il y avait des réunions à Bercy qui se passaient au départ chez Montebourg, et Montebourg avait dit mais comment se fait-il qu'il n'y a pas une étude sérieuse sur le Lançon? Donc pour qu'on puisse prétendre ouvrir, je veux une étude sur le Lançon. Bon. Montebourg a giclé avant, l'étude sur le Lançon on n'avait pas vu, et là en fait elle a été sortie,
soi-disant en décembre 2015, et nous on l'a découvert en mai 2016. C'est apparu sur le site de la Dréal, Bretagne, comme ça, subrepticement, si je puis dire. Hein. Et ils ont fait l'état de référence aussi, hein, qui comportait aussi l'étude sur Lançon. Il y a 652 pages. Donc, on l'a lu, si vous voulez, mais ça prend un certain temps, hein, vous imaginez. Bon, alors c'était une compilation, ils nous remettaient la sauce qu'ils avaient mise au début, plus des trucs. Et je vous montrerai un truc très étonnant, c'est qu'à mon avis, ils ne lisent pas ceux qui font sous-traiter par des cabinets. Et on a découvert, notamment pour le Lançon, qu'un chercheur disait, s'il devait y avoir une extraction à cet endroit-là de type permanente, il faudrait l'interdire, sinon les Lançons vont partir. Ils ont laissé passer ça, si je puis dire. Hein. Donc ça prouve bien qu'ils payent pour avoir des arguments, mais ils ne lisent pas. Et si les arguments sont contre eux, à la limite, ils ne les voient pas. Hein. Une étude socio-économique, alors ça a été dans les réunions à la sous-préfecture de Lannion, là, ça a été une bouteille d'encre, cette histoire-là. Hein. Oui, j'ai oublié de dire qu'on a, on a quand même une députée qui n'a jamais changé de position, je vous le dis, parce que ça peut paraître très surprenant. C'est Corinne Herel, qui est au PS, qui s'est déclarée il n'y a pas très longtemps comme étant du parti de Macron, très étonnant, mais elle s'est toujours opposée au projet. Donc c'est très, je ne sais pas comment elle vit avec elle-même, si je puis dire, mais c'est relativement surprenent. Et bon, alors, où ces gens-là sont des champions du théâtre en public, hein, ça c'est pas impossible. Hein. Voilà, je ne sais pas quelle est leur morale, mais elle s'est toujours officiellement opposée à l'extraction à cet endroit-là, qui est bien notre combat. Hein. Et donc sur l'étude socio-économique, si vous voulez, la CAN a commencé par dire oui, mais j'arrive pas à avoir les éléments, les sociétés que j'interroge me répondent pas. Donc là, le préfet il a dit quand même attendez, n'oubliez pas que c'est à titre précaire, donc on pourrait très bien vous l'enlever si vous ne satisfaites pas. Si vous voulez faire cette étude-là, vous allez voir les sociétés. Vous demandez un rendez-vous, c'est pas en écrivant une bafouille comme une administration que vous aurez des billes, surtout quand des fois ça peut avoir un caractère économiquement stratégique pour une entreprise hein, de répondre. Hein. Il avait prétendu avoir écrit, par exemple, au centre de plongée, là, dont je vous ai cité les activités, le centre de plongée qui était là à la deuxième réunion, pas la première, hein, il a dit clairement, nous on n'a jamais rien reçu, et il y avait même un gars de la Fédération nationale qui était là aussi. Donc il y a de l'intox, il y a du pipeau dans ces histoires-là, à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut que nous, on soit tous extrêmement vigilants sur ce genre de trucs. Et l'étude socio-économique, si vous voulez, c'est vrai que ça doit amener à faire des indicateurs permettant de voir comment évoluent les choses. Alors, dans le domaine des mines, pour eux, c'est, on pèse le minerai, voilà, et on a un indicateur. Mais la biodiversité, est-ce que les poissons foutent le camp, est-ce que les pêcheurs en pêchent moins ou plus, ça, ils s'en foutent, quoi. Donc nous, là-dessus, on essaye de se battre en disant, écoutez, le volet environnemental du Code de l'environnement, il est aussi dans la balance. Et puis il y avait la demande d'une étude au large, donc qui n'est pas quand même conditionnelle pour l'obtention de l'ouverture, parce que ça, on sait très bien que même si on sait qu'il y a du sable coquillé au large, on sait où, etc. Après, il faut 10 ans pour avoir le permis d'études et de recherche minière. Donc par rapport à ce combat-là, c'est un faux argument. Hein. On sait très bien que ça ne rentrera pas dans le cadre. Hein. Donc l'insatisfaction, nous, elle est totale. Il n'y a aucune indépendance, parce que les cabinets, et ça c'est la règle, je dirais, qui font les études, sont payés par Roulier-Cannes, par le pétitionnaire. Donc disons qu'il peut dicter ce qu'il veut obtenir. Bon, on a vu que malgré tout, il laisse passer des trucs qui ne sont pas à son avantage. Hein. C'est dire le peu de cas qu'ils font. Hein. En gros, ils nous crachent dessus, quoi. Hein. Alors que les ministres avaient promis que l'indépendance des experts serait respectée. Ben non, on a vu, par exemple, il y a une société qui travaille très bien, moi j'ai eu des relations avec eux, qui s'appelle Invivo, qui travaille pour Roulier, si vous voulez, ben, c'est tous des anciens d'Ifremer. Or, Ifremer est justement le représentant expert de l'État. Donc moi j'avais le gars d'Ifremer à côté de moi, je lui ai dit, je pense que vous êtes fiers de vos anciens collègues, quoi. Elle m'a dit, vous savez, bah oui, il suffit de regarder les CV sur Internet, je veux dire, on n'est pas plus con que la moyenne, hein, quand même. Hein. Ils ont été stagiaires, ils ont eu des feuilles de salaire, on arrive quand même à retrouver des trucs. Et donc, normalement, l'objectif de ces conditions, c'est d'avoir des indicateurs qui donnent une feuille de route. C'est-à-dire, on sait d'où on part, on sait ce qu'on va suivre, et normalement, on aurait dû avoir, ce qu'on n'a pas, hein, des seuils. C'est-à-dire, si tel indicateur dépasse par-dessus ou par-dessous un tel seuil,
attention, alerte, bon, soit on arrête temporairement, on regarde comment il évolue, etc. Hein. Tout ça, on n'a pas. Donc c'est des grosses impasses, c'est comme dans toutes les études sur ces luttes, à chaque fois, on fait une espèce de pari qui est souvent économique, et puis on y va, on fonce et on s'en fout, quoi. Et quand on voit la catastrophe, bah, parfois il est trop tard, parce qu'une catastrophe sur la nature, que ce soit faune ou flore, ça ne se redresse pas en claquant des mains ou en écrivant une circulaire. Hein. Quand les lançons seront partis et que toute la chaîne alimentaire derrière pourra être perturbée, ils pourront se rouler par terre, s'ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas. Hein. Ou il faudra 20 ou 30 ans, quoi. Et encore, on n'en sait rien. Hein. Donc, nous, on dit, c'est des pantalonnades, hein, les dés sont super pipés. Bon, mais néanmoins, on y va parce qu'il faut défendre le beefsteak et le dire, hein, au moins. Hein. Et puis souvent, ces seuils, ces chiffres, etc., ne seront analysés que de manière quinquennale. C'est ce qui est marqué dans les arrêtés. Donc, sur 5 ans, dans le domaine de la biodiversité, il peut se passer des choses irréversibles. Hein. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est complètement, enfin, scientifiquement inadmissible. Hein. Donc on reste toujours dans le trait minier, c'est-à-dire que ça, peser le nombre de trajets, etc., combien ils vont sortir de tonnes de sable, ça, il n'y a pas de problème. Et une fois de plus, comme dans tous ces combats, vous avez vu, hein, que ce soit Sivins ou autre, hein, heureusement Sivins, enfin malgré le décès d'un jeune, hein, Sivins a été annulé. Hein, vous avez vu quand même en définitive, hein, la demande d'utilité publique a été annulée, donc toute la procédure est à refaire et ils s'aperçoivent finalement qu'il n'y avait pas besoin de tant d'eau. Hein. Après, c'est quand même, on se fout de nous, quoi. Hein. Donc souvent l'économique prime sur l'environnement, et ça c'est le gros lobby d'un certain nombre d'entreprises dans les couloirs ou de Bruxelles ou du ministère, hein. Ou des ministères d'ailleurs. À noter au passage, hein, moi je tiens à le dire, hein, je l'avais déjà dit à la radio, c'est que Jean-Yves Le Drian est très favorable, et il est grand copain de Roulier. Donc on comprend aussi qu'il soit très favorable. Parce que les apports, si on faisait le bilan classique, bénéfices et inconvénients, les inconvénients pourront peser très très lourd, notamment sur le tourisme. Hein. Ça, il ne le voit pas, hein, il ne mesure pas, enfin, ça ne pèse rien dans la balance, hein, quoi, hein. Donc en conclusion, sur ce que je vous ai dit, là, il y a beaucoup d'énergie qui implique des moyens. Qu'est-ce que va faire la justice de nos requêtes, puisque ça traîne, hein, on en a une quand même qui date donc, de 2 mois après le 15 septembre, hein, donc c'est novembre, hein, et une autre qui date de fin janvier au tribunal administratif. On a eu des échanges de dires, hein, les dires sur les dires, on sait comment ça se passe avec les avocats. Hein, donc ils disent que ce qu'on dit est faux, nous on dit que ce qu'ils disent, et on essaie de le prouver, c'est encore plus faux, etc. Quoi. Donc ça, on a eu déjà un trajet comme ça, pour l'instant il ne se passe rien. Comme le risque, alors oui, ils ont mis, ah oui, il faut que je vous explique ça quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes, ils ont mis une période d'interdiction de l'extraction. Et donc c'est de mai à août inclus. Normalement, quand on fait ça, c'est pour permettre la protection de l'environnement, dont la reproduction. Or, on sait tous que les reproductions, la plupart du temps, elles se préparent, je dirais, pendant l'hiver, c'est-à-dire ils s'engraissent pour voir venir, si je puis dire, et accoucher, entre guillemets, et les petits arrivent généralement plutôt au printemps. Donc, si on devait arrêter, c'était pas à cette période. Ça, c'est pour les touristes. Comme ça ne fera pas de bruit. Le navire qui sera à 3-4 km là, des plages, eh ben, on n'entendra pas. Ils ont fait un autre coup du même tonneau, qui m'étonne aussi, c'est que pour la première année d'extraction, comme ils ont dit, ce sera que, entre guillemets, 50 000 m3, et non pas 400 000 comme au début, on vous définit dans le périmètre de la concession, là, le petit truc que vous avez vu au début, là, un cercle d'1,5 km², donc quand vous faites le calcul, ça fait 680 mètres de rayon, dans lequel vous puiserez la première année. Imaginez que je dise à un agriculteur, pour faire une comparaison, vous allez passer la charrue dans votre champ en rond, en colimaçon. Ah, il dirait, mais celui-là, d'où il sort? Donc c'est une décision complètement technocratique. On leur a mis ça, voilà, comme ça on satisfait les écolos, ça fait un truc plus petit qui est inscrit dans le premier qui est plus grand, quoi. Mais un navire sablier qui drague,
ben, il fait au mieux en fonction des courants, mais ça va être très très difficile, et je pense qu'il ne fera pas, hein, d'aller draguer en rond, si je puis dire. Donc ça aussi, c'est une mesure complètement technocratique, qui rime à rien. Et quand on regarde, alors justement, c'est un de mes arguments, je dirais, au niveau du référé suspension, quand on regarde les attendus, vous savez, souvent, les arrêtés, ça commence, vu le truc du ministère machin, vu le préfet maritime, vu le préfet truc, etc., vu la marine nationale, hein, et je regarde, vu par le préfet maritime, en date du avril 2011. Alors c'était effectivement l'arrêté qu'ils avaient préparé à la première vague, avant que le village breton se mette à hurler. Ils étaient prêts, hein, les préfets, c'est l'exécutif, on exécute, pas de problème. Ils avaient préparé à cette date-là cet arrêté-là. Et donc le préfet maritime avait, à cette époque-là, vu le dossier. Mais depuis, ils ont restreint avec cette histoire de cercle, et à mon avis, le préfet n'a pas pu laisser passer une connerie pareille. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez le vu avril 2011, pour un arrêté qui est sorti quand même en fin 2015, il y a quelque chose qui ne va pas, au point de vue purement là, de la procédure. Hein. Donc c'est aussi un des arguments, outre tous les autres. Hein. Donc on a préparé là, très récemment un référé suspension. Alors un référé suspension, c'est quelque chose d'une procédure relativement classique qui se fait dans l'urgence. Par exemple, votre voisin a eu un permis de construire, mais vous avez trouvé un vice de forme. Lorsqu'il ouvre les travaux, vous faites un référé suspension au tribunal administratif pour faire arrêter les travaux. D'accord? Et qu'il y ait une révision de son permis de construire. Ça, c'est un exemple typique. Là, on peut faire exactement pareil. Mais il faut qu'il y ait l'imminence d'un danger. Donc, nous, l'imminence d'un danger, c'est de dire que, par exemple, mais c'est vrai pour la faune aussi, pour la flore, je veux dire, le lançon risque de se barrer dès qu'il va commencer à exploiter le site. Mais c'est vrai pour tout, il y en a un paquet d'arguments, c'est vrai pour les phoques, etc., puisque toute la chaîne va être déséquilibrée. Hein. Donc voilà, on attend simplement quoi pour dire qu'il y a imminence du danger? Eh bien, je dirais que le navire commence. Hein, parce que, alors bon, apparemment, la communauté d'agglos de Lannion, hein, LTC, hein, a déjà déposé son référé suspension. Moi, je pense que juridiquement, c'est pas forcément très bon, parce que si jamais le navire, il attend, puisqu'en fait, il a le temps, hein, puisqu'avec 50 000 m3, il faut 44 trajets pour les satisfaire. Donc, s'il fait 2 trajets par jour en allant dépoter à Roscoff, en 22 jours, c'est bon, quoi. Donc, il pourrait très bien décider, ben moi, j'attaque pas en septembre, j'attaque en novembre. Ou j'attaque en octobre, hein, je dirais. Et donc, ça veut dire que le juge des référés, qui est un juge donné, peut dire, attendez, moi, il n'y a pas d'imminence de danger, je classe. Donc, refus du référé suspension. Voilà, et donc on attend que la procédure sur le fond, et donc nos requêtes, là, d'annulation, se produisent. Hein. Bon, c'est assez compliqué, c'est l'histoire de droit, mais vous voyez, il faut essayer de profiter, si je puis dire, de tout, mais de façon la plus probable possible. Donc, il faut changer de braquet, donc vous avez dû voir qu'on a été sur les marchés, on a été sur pas mal de fêtes pour récolter du fric. Ça marche pas mal, et on vend des parts de dunes d'une façon complètement symbolique, hein, parce qu'on ne passe pas chez le notaire, il n'y a pas d'impôt, etc. Parce que ça permet de montrer sur Internet, à chaque fois il y a une coche dans la zone, l'opposition du peuple, si je puis dire, hein, sans connotation à ce mot peuple, hein, mais de la démocratie, disons. Hein, puisque là, c'est un véritable déni de démocratie. Il faut voir qu'il y a 13 communes qui étaient concernées par l'enquête publique, qui se sont unanimement opposés en conseil municipal à cette affaire-là. Donc c'est-à-dire qu'on interroge le peuple, on fait une enquête publique, etc. Le peuple dit, nous on n'en veut pas, tous les élus de la communauté d'agglomération également se sont prononcés à l'unanimité contre, et puis voilà, on y va. On s'en fout, parce que vous avez vu que c'était économiquement très juteux. Et dans tous nos combats là, actuellement que vous allez voir ici, c'est toujours la même trame de fond, hein. C'est le fric prime. Alors, je veux juste vous montrer pour finir quelques bestioles. Donc voilà, la faune aviaire qu'on a, notamment avec la réserve des Sept-Îles, que je pense vous connaissez, dont certains quand même sont assez rares. Hein. Ben, le macareux par exemple, mais le fou de bassin aussi, hein, il y a des sternes aussi qu'on a, voilà, qui sont des trucs qu'on trouve sur notre zone là. Alors c'est pas directement sur la dune, hein, bien sûr, hein. Mais enfin, il ne faut pas prendre des oiseaux pour des imbéciles non plus. Hein.
Donc ça, vous les connaissez aussi. Donc celui-là, c'est vrai que c'est le symbole du Trégor, hein, qu'on voit assez souvent, et qui donc, lui, bouffe du lançon, hein, ça c'est clair. Hein. Alors déjà qu'ils ont à se heurter au réchauffement climatique, si en plus on perturbe leur milieu, la chance qu'ils s'en aillent est de plus en plus grande. Hein. Alors voilà le fameux navire, ça c'est le plus grand des deux, hein, le Côte de Bretagne de la Cannes. Hein. Et là, quand il demandait ses 400 000 mètres cubes, il demandait de pouvoir faire 345 jours par an. Vous vous rendez compte hein. Là c'est vraiment sans arrêt, il restait 20 jours quoi, pour les tempêtes où il ne pouvait pas sortir. Hein. Donc ça c'est le côté Shadok que j'ai déjà évoqué sur la dune du Pilat. C'est-à-dire qu'il prend du sable au large, il recrache vers la dune du Pilat, le truc de toute façon il refout le camp avec les marées, hein, il ne va pas se leurrer. Et il a fait ça pendant un mois, alors lui c'est certain, c'est une activité financière, hein, je veux dire. On fait ça à l'époque un peu avant que les touristes arrivent, et puis voilà, et après on oublie quoi, hein, et on recommence l'année prochaine. Bon ça c'était le principe du bateau, là vous voyez ça c'est le tuyau de l'aspirateur hein, qui descend quand il est sur le site. Ça peut faire 80 cm de diamètre. Hein. Alors il y a un grillage à l'entrée pour que, si quelqu'un tombait à l'eau, qu'il ne soit pas aspiré, hein, parce qu'il pourrait être aspiré, hein, comme les plus gros cailloux ne sont pas aspirés. Quoi. Ça c'est ce que je voulais vous montrer, qu'on a trouvé dans le dossier du pétitionnaire. J'ai mis en jaune hein, donc c'est à propos du lançon, hein, c'est l'étude sur le lançon, et il est dit dedans comment que la densité et diversité spécifique là, du milieu peut diminuer. Et alors, voilà, De Groot, le chercheur, dit il pense que l'exploitation totale d'une même zone ne devrait pas être autorisée. Voilà, c'est-à-dire que si on le fait tout le temps, donc là c'est sur 15 ans hein, notre affaire, hein, eh ben, il faudrait l'interdire. Donc ça c'est dans l'étude financée par le pétitionnaire. Hein. Donc ça vous doutez bien qu'on l'a mis en exergue aussi pour la justice. Quoi. Moi je sais pas, tant qu'à mentir par omission comme ils ont déjà fait, ce genre de phrases on ne devrait pas à mon avis les laisser traîner. Bon mais voilà, ça prouve si vous voulez une forme de mépris quand même par rapport à nous tous, parce que ce sable il est aussi bien à vous, à moi, à vos enfants qu'aux autres. Bon nous on ne paye pas 0,62 centimes mais on pique pas des tonnes, hein. C'est quand même une grosse différence. Hein. Donc c'est une ressource qui met 10 000 ans à se constituer, qui vont piller en quelques années, et qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Hein, 10 000 ans, on ne sera plus là. Quoi, hein. Donc voilà ce genre de conneries, hein, donc ne reviendront jamais à leur stade d'origine. Voilà, c'est clair quand même scientifiquement. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Pour dire qu'il faut appliquer le principe de précaution. Comme on ne sait pas, on a un doute sur ce qui va réellement se passer, eh ben on dit non, on ne fait pas là. Voilà, c'est trop près, il y a trop de risques, il y a trop d'impact sur la réserve, etc. Voilà, il y a un micro-volant si vous voulez pour vous. Ça a un intérêt aussi pour eux, c'est que ça étale le financement dans le temps, puisque du coup ils ne mettent pas toutes leurs terres la même année. Hein, en alternant, ils régulent mieux leur budget. Alors oui, on peut en avoir besoin en tant qu'amendement si on ne trouve pas un substitut. D'accord? Alors c'est sûr que quand on fait de l'intensif, on ne laisse pas à la terre le temps d'une année pour se reproduire, si je puis dire, enfin se réalimenter hein, en bestioles et autres. Au point de vue charroyage, vous savez qu'on charroie beaucoup trop profond par rapport à la vie. D'accord? C'est-à-dire que les bestioles qui sont dessus, on a tendance à les refouler dessous, ce qui est assez idiot. Ce qu'il faut, c'est faire respirer la terre, mais pas forcément la retourner comme c'est fait. Il y a souvent un massacre hein, des sols. Donc, et dans les substituts qu'il peut y avoir, donc je vous dis, il y a la chaux, il y en a d'autres hein, qui ont été étudiés. Il y a par exemple une bestiole qui s'appelle la crépidule, qui est un envahisseur, en fait, qui a été ramené sous la coque d'un cargo d'Amérique du Sud, hein, et qui est tombé en France, hein, c'est arrivé avec des algues, hein, ce genre de conneries, hein, et qui se reproduit à une vitesse folle. C'est une bestiole qui a un taux de reproduction assez monstrueux. Et donc, qui commence à envahir les fonds, et par exemple, c'est le cas dans la baie de Brest. Ça commence à tout envahir, et du coup, ça tue faune et flore, hein, par cet envahissement. Hein. Ça fait penser un peu, si vous vous souvenez, en Méditerranée, on avait eu la taxifolia au niveau, là c'était algues, hein,
qui s'envahissaient partout, qui tuaient tout, et puis qui finalement, à force d'arrachage, ils ont réussi quand même à l'exterminer. Hein. Bon, la crépidule, il y a un cuistot de Saint-Malo qui a essayé, et qui a trouvé, hein, d'ailleurs, qui a même été primé, de la valoriser comme coquillage à manger. Hein. Et bon, tout ça, on a toutes ces études, hein, je veux dire, voilà. Par contre, ce que dit Lacan, qui a financé des études sur la crépidule, il faut le dire, hein, moi que j'ai lu, hein, c'est qu'il faut amener de l'énergie pour débarrasser de la chair, quoi. Si on veut utiliser la partie qui nous intéresse, qui est le calcaire, hein, puisque le rôle, hein, pour bien répondre à votre question, c'est quand même l'amendement calcaire. Hein. C'est on apporte du carbonate de calcium à la terre. Alors on a étudié ça de près, parce que il faut aller au fond des choses hein, pour être essayer d'être pris au sérieux. Hein. Et on a fait une étude avec l'agrocampus de Rennes. On a eu un expert hein, qui s'appelle M. Rousseau, qu'à Olivier on avait déjà fait intervenir plusieurs fois, et qui a montré, c'est des équations de chimie minérale extrêmement simples, que quand on met de tels amendements calcaires, mais qu'un peu plus tard, on va faire des apports de nitrate, d'accord, type algue verte, eh ben, on reproduit une acidification des sols. Donc ça veut dire que l'apport en nitrate annule ce qu'on a mis en carbonate. Donc on est encore dans les Shadocks, là. C'est assez débile, quoi. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tous les agriculteurs moi, que je connais, que j'ai interrogés, qui mettent du calcaire, mettent pour autant du nitrate. Hein. Mais en fait, si vous connaissez beaucoup d'agriculteurs qui ne font pas du NPK, hein, nitrate, phosphore et potasse, vous me le dites, hein, parce que c'est quand même la base depuis 40 ans hein, des apports des grandes sociétés comme Roulier Cannes. Hein. La filiale la plus grosse de Roulier qui possède quasiment tous les quais de Saint-Malo, c'est la Timac. Hein, vous regarderez hein, sur Internet. Hein. Quand vous allez vous balader à Saint-Malo, vous voyez des sacs d'amendements, et c'est Timac. Hein, et c'est des palettes, et des palettes, et des palettes, et ils exportent hein, énormément. Hein. Donc voilà, est-ce que ça répond à votre question? Non, mais vous attendiez peut-être autre chose, précisez vous-même. Hein. Je me demandais si ça servait vraiment à toujours aller chercher. Alors ça dépend, si vous voulez. Dans les granulats, hein, là, moi je vous ai parlé du sable coquillé. Alors en fait, la naissance cet amour pour le sable coquillé, c'est parce qu'on a arrêté le merle. Donc le merle a été arrêté, je crois, de mémoire en janvier 2013. Ça avait été annoncé 5 ans avant par l'Europe, hein, parce qu'ils ont tellement pillé. Alors le merle, c'est différent. Le merle, c'est un corail breton, entre guillemets. Hein, donc ça veut dire c'est du lithotam, le nom scientifique. Hein, c'est une algue rouge et dont on récupérait les squelettes, puisque le squelette, c'est aussi du calcaire. Hein. Nous aussi, c'est du calcaire, hein, je veux dire. Donc, pendant des années, c'est vrai que nos agriculteurs ont utilisé du merle, mais raisonnablement. Et quand on est tombé, après les années 60, dans l'intensif, alors là, ça a été le massacre. Et du coup, si vous voulez, à un moment, partout en Europe, ça a été le massacre. Et comme c'est un être vivant, le corail, vous savez ce qui se passe actuellement sur la grande barrière de corail, hein, ça ne repousse pas comme ça. Ils sont obligés d'aller les planter un par un à la main pour faire repartir. Hein, donc un truc monstrueux, quoi. La nature ne repart pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Donc du coup, ils se sont rabattus sur le sable coquillé, bon, qui a moins de vertus. Par exemple, il n'apporte pas les sels minéraux qu'apportait le lithotam. Hein. Donc ils sont obligés de faire quand même d'autres apports, le cas échéant, pour avoir les sels minéraux. Hein. Mais il y a un autre matériau qui peut être utilisé, en dehors de la crépidule, hein, c'est la tangue. Alors la tangue, c'est une espèce de vase. Il y en a des milliers de tonnes dont ils ne savent pas quoi faire en baie du Mont-Saint-Michel. Par contre, c'est vrai, quand on discute avec les agriculteurs, c'est pas le super pied, parce que s'il se met à faire chaud, la tangue a tendance à sécher et faire une croûte en surface, et ça ne facilite pas la pénétration des eaux de pluie et des eaux de ruissellement. Voilà. Donc il n'y a pas de miracle. Hein. Mais on pourrait très bien imaginer, ça a été imaginé, récupérer les coquilles d'huîtres, de moules, etc., qui sont aussi du carbonate de calcium. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut regarder le bilan carbone, parce que si on fait des collectes, on va avoir des camions, etc. Hein. Bon, mais on peut aussi habituer les gens, comme on l'a fait pour le tri, je veux dire, à baigner ça toujours au même endroit. Voilà, c'est compter sur une contribution citoyenne. Hein. Donc il y a des alternatives. Hein.
Oui. Prenez le micro si vous voulez, tiens, venez, excusez-moi. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Il marche ou pas là? Regardez ça. Il y a peut-être un bouton, non? Je sais pas. Ça marche, hein? Ah, ça marche. Il faut le mettre presque à la bouche. Qu'est-ce qui va se passer au 1er septembre et quelles sont les actions possibles des citoyens aussi? Ouais, c'est la bonne question. Alors, bon, sans dévoiler de scoop, hein, parce que c'était dans la presse hier, je crois. Hein. Donc déjà, faut être sûr qu'il va ouvrir le feu au 1er septembre. Ça, on n'en est pas certain. Donc nous, on ne peut pas déposer, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre référé, s'il ne vient pas. Parce que là, à mon avis, on sera brûlé vite fait. Vous avez vu que pour Variscan, Douardidou l'avait déposé aussi un référé suspension en prévision des hélicoptères qui allaient venir faire des mesures. Bon, moi, je me souviens d'avoir discuté avec certains en disant non, ne faites pas ça, parce que attendez qu'il soit là. Parce que un référé, ça a un caractère d'imminence, d'urgence, quoi. Ils se sont fait bouler et ils ont eu une amende, si je puis dire, quand même, de 4 000 €. Bon, ils sont nombreux, donc avec le collectif, tout ça, ils ont réussi à payer, quoi. Mais c'est un risque, hein. Parce que l'État, quand il peut vous bouler, hein, il ne vous loupe pas. Hein. En plus, quand c'est entre guillemets des écolos, alors là, allons-y gaiement, quoi. Donc, si vous voulez, moi, je dirais, dans cette affaire-là, je fais attention. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a déjà fait beaucoup de choses, de manifs, etc. Là, il y en a une qui est prévue le dimanche qui suivra l'arrivée du bateau. Donc, et à ce moment-là, il y a tout un tas d'animations, de tocsins, de machins, de manifs à Lannion qui se produiront pour montrer le mécontentement. Bon, moi, je ne désespère pas, j'ai écrit au préfet, etc., et d'autres l'ont fait depuis d'ailleurs, hein, que la justice, qui est quand même saisie depuis novembre, sur le fond, hein, requête au Conseil d'État, c'est quand même pas rien du tout, va avancer. Parce que temporiser comme ça, c'est, une fois de plus, favoriser la guerre du fric sur l'environnement, quoi. Alors, est-ce que c'est l'intérêt de la justice de prendre parti dans ce genre de truc? Non. Il y a une procédure en cours, il faudrait alors, un référé a pour rôle, justement, de dire au juge du fond, je suspends jusqu'à ce que vous jugiez. Donc, si vous jugez pas vite, eh ben, voilà, ça démarre pas. Hein, c'est comme si c'était interdit, donc faites votre boulot, quoi. Un référé suspension, hein, c'est ça, hein, le truc. Hein. Donc voilà, mais c'est compter sur la justice quand même, hein, parce que de toute façon, le rapport de force entre citoyens et État, s'il y a, comme pour Notre-Dame-de-Lande, espérer qu'avec les élections, ça va peut-être modifier les avis de certains, qui seront des opportunistes, hein, je ne leurre pas, hein, moi, sur le truc, si vous voulez, c'est comme quand on a fait Plogoff, c'était parce que Mitterrand arrivait, hein, il a fait ce cadeau, je suis sûr que dans son fort intérieur, il n'avait pas du tout envie, hein. C'était un opportunisme clientéliste électoral. Hein. Donc voilà, parce qu'il y en a qui vont se déclarer bientôt, là, si j'ai bien compris les informations de l'actualité. Donc voilà, ça peut être opportun aussi. Mais on est preneur, si vous avez d'autres méthodes, sachant que pour l'instant, je vois qu'il y a des jeunes là-bas qui aussi prônent d'autres types d'actions. Hein. Pour l'instant, disons que nous, on n'a pas utilisé des actions de force. C'est peut-être notre côté papy 68 art, entre guillemets, hein, qui veut ça, on n'est pas dans la course, quoi. Mais peut-être qu'il faudra en venir là. Hein. Voilà. On a fait une manif qui était aussi hein, à Saint-Malo, c'était désespérant, on était 55 devant Chéroulier, quoi. Donc c'est sûr que, à la limite, c'est contre-productif, hein, ce genre de truc. Hein. Quand on a fait la manip à Lannion, on était 7000. Ça avait notre gueule. Hein. Voilà, mais on ne peut pas user non plus les gens en leur disant, venez à des manifs comme ça, parce que il y avait Al Khomri, enfin je veux dire, les motifs ne manquent pas hein, de faire les luttes comme aujourd'hui. Hein. Mais preneurs de toutes bonnes idées, hein, on a écrit à Bruxelles, alors il y a un moment déjà, Bruxelles a dit, et ça je pense que vous le savez, hein, principe de souveraineté nationale, tant que tous les recours en cours au niveau de la nation ne sont pas épuisés, on ne peut pas intervenir. Et on ne pourra intervenir qu'au premier coup de pioche. Donc moi j'ai fait une relance là il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi,
Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse de Bruxelles, hein, en disant, voilà, début septembre, ça risque de venir. On a un numéro de référence de ce qu'on appelle la commission des pétitions, hein, c'est chez une plate, hein, à Bruxelles, mais pour l'instant, ça ne bronche pas. Voilà, respect des procédures bruxelloises qui, vous le savez, sont le moins interventionnisme possible, hein, à chaque fois. Hein, que ce soit sur la qualité de l'eau, etc., où vous savez qu'il y a des gros contentieux. Bruxelles, très très timoré pour appliquer notamment les amendes en vigueur. Parce que quand on contrevient, pour, je pense, à la qualité de l'eau, il y a des amendes qui peuvent se chiffrer en millions. Hein. Mais là, voilà, copinage et compagnie, on n'y va pas, quoi. Et il faut qu'il y ait une pression populaire terrible pour faire bouger le petit doigt, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez expliquer l'achat des morceaux de dunes? Ah oui, alors l'achat des morceaux de dunes que nous on fait pour financer juridiquement nos affaires. Hein. Donc moi j'ai les trucs ici. Hein. Les gens font un don d'au moins 5 €, au plus s'ils veulent, hein, je veux dire. Et puis donc nous on a les listes et après on met une coche sur internet. On ne fait pas apparaître leur nom parce que si vous voulez c'est compliqué juridiquement par rapport à la CNIL et tout ça. Ils le savent, et nous on a la liste avec les noms, ils ont le site internet, ils peuvent aller voir, et sur le site internet on marque aussi l'évolution. Pour l'instant on doit être à peu près à 500, alors au point de vue fric, ça devrait payer le référé, sachant que le reste pour l'instant, entre les associations qui se sont portées requérantes, hein, c'est la formule juridique, on en est sorti, quoi, financièrement, hein, pour l'instant. Maintenant, voilà. Et par exemple, un référé, pour vous dire, l'avocat, j'en discutais avec Jean tout à l'heure, c'est 3 000 € hors taxe. Donc c'est pas rien du tout, quoi. Hein. Bon, sachant qu'il peut être appelé pour le référé à aller au tribunal à Rennes plaider. Sachant que les plaidoiries orales ne sont pas une obligation. C'est souvent l'écrit qui prime. Alors ça, je vous le dis parce qu'en tant que citoyen, moi, ça me paraît super scandaleux, parce que normalement, la justice se rend devant le peuple. Ça a toujours été, et c'est dans les textes de base, etc., hein, dans la Constitution et autres. Hein. Malgré tout, souvent, ce sont des plaidoiries qui ne sont pas orales et qui sont écrites. Et le peuple ne voit pas les éléments du dossier. Il ne sait qu'à la fin, quand il y a le prononcé du jugement. C'est-à-dire que tout est plié, quoi. Donc moi, je trouve ça, personnellement, en tant que citoyen, au niveau de la démocratie, complètement scandaleux. Ça devrait systématiquement être une plaidoirie orale où on entende les arguments des uns et des autres devant le peuple pour respecter la loi. Quoi. Voilà. Merci. Bon courage, merci.